Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face à Reims, victoire 2-0 des Lensois. On va aussi parler du tirage au sort des compétitions européennes. Lille n'était pas concerné puisqu'ils ont fini premier de leur groupe de conférence de Ligue Europa Conférence, de Conférence League on va dire, hein. Moi je veux dire ça comme ça, Conférence League, mais on parlera un petit peu des tirages au sort pour les clubs français, on parlera notamment de Lens, mais aussi des autres clubs français parce que j'aime le foot, j'aime la Ligue 1 et que voilà, Lens c'est mon club de cœur, mais on peut parler un petit peu de tout du foot français, c'est important pour le foot français et donc important pour Lens aussi de connaître et de voir un peu les affiches qui vont être proposés. En tout cas, on va déjà commencer par parler de ce match. Lens-Reims, victoire 2-0 des Lensois, victoire qui permet de rester dans le wagon de tête, d'éloigner un peu les Rémois. En attendant, Brest et Marseille ont gagné, ce qui permet à Marseille de se recoller au peloton de tête et nous d'être 7e. On est dans les 7 premières équipes et donc les équipes, on va dire, européennes ou pouvant prétendre à l'Europe. C'est plutôt positif quand on pense au début de saison, mais clairement, il y a des matchs, si on les avait gagnés aujourd'hui, on sera à la lutte pour la 4e place et pas pour la 7e. Mais ça, malheureusement, notre mercato nous a foutu dedans. Moi, ça me fout un peu la rage, hein, parce que quand je me dis que tu perds face à Metz et le championnat qu'ils font, je me dis que voilà, on a carrément chié dans la colle au niveau du mercato en recrutant des joueurs qui n'ont pas été au niveau et puis aussi peut-être en ne complétant pas un effectif qui au final a un peu merdé par rapport à l'année dernière. Enfin, bref, on va pas revenir tout le temps sur le même vidéo. Scouting Mercato la semaine prochaine, ou alors je ferai une vidéo collée à la vidéo de Nice, mais je verrai bien. Je ferai peut-être 2 vidéos, voilà, où j'en ferai une pendant les fêtes, je verrai bien. On va parler des rumeurs Mercato, puis on parlera un petit peu de scouting, on parlera un petit peu de tout quand même. Voilà, après je m'en fous, même si les rumeurs arrivent avant que je fasse les vidéos, on s'en tape, c'est pas le but, moi je suis pas insider. Donc on parlera un petit peu de tout, et voilà, ça sera un petit peu sympa. Voilà, on va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Kuzanov à droite, Danso au milieu et à gauche Massadjo Aïdara. Sur le couloir droit, Aguilar qui enchaîne les titularisations depuis la blessure de Machado et puis Frankowski à gauche, un milieu de terrain El Anaoui, Salis Abdul Samed et puis en soutien de Wesley Saïd car Wai était grippé et un duo Thomasson Fulgini. Bah, il a fait avec les moyens du bord, Francaise. Pour moi, le 11 tient quand même la route, parce qu'il y a des joueurs qui ont montré des choses depuis quelques temps, surtout Aguilar, qui monte en puissance. Kuzanov a été plutôt intéressant sur les petits choses qu'il a pu faire, les petits matchs les petites minutes de jeu qu'il a pris. Massadjo Aïdara est beaucoup plus à l'aise en défenseur axial gauche qu'en piston. Frankowski, il est capable de jouer à gauche et à droite. Alors, je préfère à droite qu'à gauche, mais voilà. Et puis, El Anaoui a réussi à chipper la place d'Andy Diouf. Non, Palis Mendy n'est pas là. C'est Salis Abdul Samed qui joue le rôle de récupérateur en chef. Et puis, Thomasson Fulgini, c'est du classique. Même si je suis pas très hypé, parce que pour moi, il manque un milieu de terrain. Il manque un milieu de terrain offensif de plus haut niveau que ces deux-là, même si j'aime beaucoup Fulgini. C'est là où ça pêche parce qu'il n'y a pas forcément d'animation offensive très intéressante à Lens depuis le début de la saison. Et puis Wesley Saïd, qui pour moi c'est logique, est le remplaçant numéro 1 de Eli Wahi et qui, débarrassé de ses pépins physiques réguliers, semble vraiment avoir pris un petit peu on va dire un rythme de croisière et c'est assez intéressant. À noter la présence d'Ayanda Chichouba et de Cortés. Chichouba était pas là, pardon. Il était en N3. Cortés. Chichouba, il était là contre Séville. La présence de Cortés dans le groupe qui profite un peu des absences pour se montrer. Et puis voilà. Alors, pour moi, il n'y a pas grand chose à dire sur ce 11. Hein. Il manquait quand même du monde. Il en manquera encore face à Nice. Donc, on risque d'avoir un 11 de départ assez similaire, pour être sincère. Donc, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce 11, même s'il est un peu exotique, et c'est bien, ça change un petit peu. Voilà, on va commencer par les notes. J'ai mis la note de 7 à Brice Samba. Bah, il fait un bon match, Brice Samba, il fait un très bon match même. Ouais.
Je mets la note de 8. Il fait un très bon match, Brice Samba. Les relances sont de très très haut niveau. Ça a permis de sortir pas mal du pressing rémois. Il a été plutôt bon dans les prises de balles aériennes. Je crois qu'il fait une parade sur une des frappes d'un des deux japonais. Je crois que ça doit être Nakata. Nakata, c'est pas Nakata. Nakamura, pardon. Nakata. Si c'était Nakata, ça se saurait. Hein. Nakamura, en tout cas. Mais il fait un très bon match. Voilà, c'est du très bon Brice Samba. Voilà. Alors, il n'a pas été forcément hyper décisif, mais en tout cas, le seul but qu'il a encaissé était hors jeu. Mais pour moi, il n'est pas hors jeu. Hein. Voilà, l'année prochaine, il aurait été validé le but. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai mis la note de 7 à Danso. Bah, il fait un bon match. Je l'ai trouvé très costaud, très solide. Il a tenté des relances un peu compliquées de temps en temps. Il a un peu pris le bouillon sur certaines relances, mais je trouve qu'il a été le leader de cette équipe. Il a pris pas mal de ballons de la tête. Moi, je trouve que voilà, c'est très intéressant. Et ça a été plutôt un des meilleurs de l'équipe dans ce match face à Reims. J'ai mis la note de 6 à Kuzanov. Bah, c'est correct hein, pour une première en tant que titulaire, je crois, si je dis pas de conneries. Je trouve qu'il a plutôt bien assuré. Il n'a pas été parfait, il y a eu des pertes de balles, il y a eu des actions un peu défensives, un peu ratées, des relances un peu trop, on va dire, ambitieuses, mais je trouve que le boulot a été fait proprement et qu'il a été au diapason, il est très rapide, il a été chronométré à plus de 34 km/h, je crois. C'est hyper rapide, c'est un des joueurs les plus rapides du Racing Club de Lens. Bah, c'est propre, franchement c'est propre, et c'est plutôt positif pour l'avenir. Maintenant, je pense qu'on le verra peut-être un peu plus en Coupe de France. À mon avis, on n'aura pas trop de choix parce qu'on ne pourra pas jouer 25 000 compétitions en même temps. Maintenant, vu qu'on tombe face à Monaco, est-ce que le club va pas tout miser sur en termes de groupe face à Monaco, et puis s'il y a un tirage un peu plus accessible, faire jouer après l'équipe Coupe de France, j'en sais rien, mais en tout cas, Kuzanov a montré qu'il était à la hauteur. J'ai mis la note de 6 à Aïdara, le match est correct. Maintenant, j'ai hésité à mettre 5, mais après, je vais pas toujours être dur avec Aïdara, surtout qu'il a fait des interventions quand même assez correctes, mais il a été dans le dur. Hein. Ito lui a mis la misère, il est passé une paire de fois, il a eu quelques ratés, mais globalement, il est plutôt beaucoup plus à l'aise dans ce rôle de défenseur axial gauche que dans ce rôle de piston, donc pour moi, le match reste correct. Voilà, il y a quelques bévues, mais bon, c'est pas... voilà, c'est pas non plus c'est pas catastrophique, c'est pas un mauvais match de sa part. Voilà. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 6 au duo Abdul Samed El Ainaoui, correct, sans plus. Samed, il a fait un super boulot au niveau défensif, où il a récupéré pas mal de ballons. Alors l'utilisation du ballon, c'est catastrophique. En plus, il réclame des 1-2, il réclame de se projeter vers l'avant sur certaines occasions, alors qu'il est incapable de finir ballon au pied, et que ses passes vers l'avant sont éclataxes. Voilà, qui se cantonne d'être un excellent récupérateur parce qu'il est très bon à la récup, mais alors dans l'utilisation du ballon, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et c'est loin de changer. El Ainaoui, il a soufflé le chaud et le froid, même si techniquement il est bien au-dessus du lot. Je trouve que des fois il se complique un peu la vie, il rattrape un peu ses erreurs, mais j'attends un petit peu plus de lui, même si c'est un peu dur parce que il sort un peu de nulle part, mais c'est vrai que voilà, j'ai connu un meilleur El Ainaoui. Maintenant le match reste somme toute correct, il a pas mal apporté offensivement, mais il doit faire un peu plus attention, être un peu plus concentré dans son jeu, et je pense qu'il va franchir un cap. J'ai mis la note de 5 à Thomasson. Bah ouais, je suis désolé, le match est moyen, même s'il se bat bien sur le terrain, qui court, bah il court dans le vide. Il court dans le vide, le danger est pas vraiment venu de lui, alors c'est un peu compliqué quand même. Moi je trouve que franchement il est pas à son niveau, et qu'il va falloir qu'on lui apporte de la concurrence, parce que sincèrement c'est pas assez fort pour pour être titulaire. Voilà, moi je le dis, et c'est plus du tout le Thomasson de la saison dernière. Je pense il était aidé par le fait qu'il avait un box-to-box derrière lui, et qu'il était beaucoup plus haut sur le terrain, mais enfin, là, il doit prendre le jeu à son compte, et il ne le fait pas, il se gourre. Voilà, moi je trouve que c'est pas assez bon. J'ai mis la note de 6 à Fujini, bah, c'est un match correct, techniquement il est bon, physiquement
Il saute toujours autant comme un popcorn, mais ce qu'il a eu à le faire techniquement, il l'a plutôt bien fait. Moi, je l'ai trouvé vachement intéressant à la récup. Maintenant, offensivement, ça manquait quand même de créativité. Et c'est malheureusement là-dessus qu'on l'attend, mais c'est vachement bien. Moi, je dis que c'est vachement bien et que il faut qu'il continue à progresser comme ça dans son jeu de récupération. Et puis, offensivement, d'essayer de se libérer quand même. Mais j'attends plus quand même de Fujini. Moi, j'aimerais bien voir le Fujini d'Angers, qui arrive à frapper de loin, d'être précis. On le retrouve pas, ça cale un petit peu. J'ai mis la note de 7 à Wesley Saïd, il fait un bon match, hein, buteur patenté sur une erreur de Reims où il met bien le ballon quand même, faut la mettre. Hein. Faut la mettre, moi je trouve que dans le jeu de conservation de ballon il a été bon alors qu'il est plutôt petit, techniquement il est quand même assuré. Je pense que s'il continue à être comme ça, éloigné des blessures qui l'ont miné pendant des semaines, il peut devenir une solution vraiment crédible à Hawaï au cours de match et franchement c'est bien pour lui, je suis content pour lui. C'est vrai que sans ses blessures il aurait peut-être eu une autre carrière, Wesley Saïd en tout cas, il continue à performer depuis le début de la saison, c'est le meilleur buteur lensois, et c'est mérité parce qu'il se bat même s'il a eu un petit peu de blessure en cours de cette première partie saison, je trouve qu'il est beaucoup moins blessé que la saison dernière. Moi c'est ce qui me gênait chez lui, hein. C'était clairement ça, mais en tout cas voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Au niveau des pistons, parce que je les ai pas fait, j'ai mis la note de 8 à ce duo. Je voulais terminer par eux. Aguilar, il fait un très bon match. Je l'ai trouvé très très bon quand on sait qu'on l'a acheté 3 millions d'euros et qu'on a acheté Guilavogui 4,5 millions. D'un côté, on a fait une affaire, de l'autre, on a fait un four. Voilà, c'est ça la diff. Je comprends pas comment Monaco s'est séparé d'un tel joueur. Je suis désolé, mais il est du niveau de très haut tableau de Ligue 1. Il a tutoyé le niveau international avec l'équipe de France. Aujourd'hui, il commence à être de plus en plus un leader de cette équipe. Il a compris qu'il devait centrer, puisqu'au final, il a été décisif sur ses deux centres. Hein. Le premier sur une erreur de la défense, mais s'il centre pas, il n'y a pas d'erreur. Et sur le deuxième, il fait une superbe passe complètement super bien dosée pour la tête de Cortés. Et voilà, c'est un match plein. Défensivement, il a été très bon. Techniquement, il a été très sûr. Voilà, c'est une solution. C'est un binôme Frankowski-Aguilar qui est très très excitant. En sachant que si Frankowski vient à partir en Allemagne, puisqu'il a vraiment la cote là-bas, on sait qu'Aguilar pourra prendre la suite en tant que titulaire et pourquoi pas promouvoir un jeune du centre de formation comme Escouflair qui est assez rapide et technique. Mais en tout cas, voilà, très bon match de la part d'Aguilar, j'en suis très satisfait. Ils ont été tous les deux les meilleurs sur le terrain. Frankowski, c'est pareil. La note de 8, alors il a été moins bon offensivement, mais en tout cas défensivement, il a un coffre du diable. Il a été très bon. Il a pas mal secondé à Massaggio Aidara quand Tito lui a fait des misères. Il a fait quelques dribbles où il a pu réussir à décaler, à se montrer dangereux. Voilà, il a du coffre, le gaillard. Il finit un peu la 2023 un peu sur les rotules parce que je pense qu'il doit être crevé, mais en tout cas. Voilà, il a été très excitant et je trouve qu'à gauche, il arrive quand même à s'en sortir, même si je le préfère à droite. Et les pistons ont été les meilleurs, je trouve, dans ce match en termes de titulaires. On va parler des remplaçants. Donc, il y a une première triplette avec Pereira da Costa, Guilavogui et puis Cortés, j'ai mis la note de 6 à Pereira da Costa, fait une entrée correcte. Un peu timide au départ, et puis il est monté en puissance avec une bonne récupération de ballon. Il commence à travailler un peu cet aspect-là du baseball, de venir presser, récupérer les ballons. Techniquement, il s'en sort bien, et puis il permet de remonter le ballon assez facilement. Mais il doit être plus tueur, et il doit être meilleur dans la passe offensive, comme Thomasson et Fujini d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, voilà. Il monte en puissance. J'attends mieux du Prince de la Gaillette parce que je trouve qu'il est survendu, moi personnellement. Même si j'aime bien, mais je trouve qu'il n'est pas adapté à jouer en 3-4-2-1. Moi je pense que c'est un numéro 10 à la Kakuta et que il serait beaucoup plus à l'aise derrière deux attaquants que au milieu de terrain offensif excentré. Mais bon, voilà. Après c'est les choix de Francaise, c'est pas moi qui est au bord du terrain, donc mon avis on s'en fout un peu, mais voilà comment je le ressens. Mais en tout cas l'entrée est correcte. J'ai mis la note de 7 à Guilavogui, et oui, ça peut arriver. Il fait une bonne entrée. Il fait une bonne entrée, mais paradoxalement, pourquoi il fait une bonne entrée? Parce qu'il rentre sur un côté.
C'est un ailier offensif. Ben moi, je l'ai trouvé très à l'aise sur ce côté droit. Il est venu défendre. Il défend beaucoup plus quand il est ailier que quand il est attaquant. Parce que je trouve que, par exemple, face à Séville, il rentre en 9. Bah, laisse tomber, il court pas. Et ça m'a gavé. Mais là, j'ai trouvé qu'il avait super bien défendu. Techniquement, il était beaucoup plus sûr. Je pense que ce rôle d'ailier où il peut remonter les ballons, faire un peu de puissance, ben ça lui va mieux. En tout cas, il a fait une bonne rentrée. Il a permis aussi de faire monter un peu l'équipe et il a peut-être permis aussi à Cortés d'avoir un peu plus d'espace. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé. Cortés, j'ai mis la note de 7, bah oui, hein, il fait une bonne entrée. Cortés, un but, une belle tête. Au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il s'inscrivait vraiment bien dans le baseball. Il venait décrocher pour chercher les ballons. Techniquement, il est assez sûr, il est assez rapide, il sent les coups, il combine bien avec ses camarades, que ça soit Frankowski, Guilavogui. Il a plutôt bien combiné, il s'est super bien placé sur le but parce qu'il se remet bien en jeu et il est bien entre les défenseurs et la tête elle est nickel. Bah quoi te demander, moi je trouve que c'est bien. Il est salué par ses coéquipiers hein, qui parlent de lui comme un travailleur acharné. Je pense qu'il se fait une place au sein de cet effectif. À voir s'il part en compétition internationale jeune sud-américaine. Mais en tout cas, il faut le garder jeune. Je pense que ces paris-là, c'est peut-être un des rares paris qu'il faudrait garder. Parce qu'on a vu Berg, Poreba, tout ça, ça a sauté. Mais lui, il faut qu'il reste. Hein. Moi, je trouve que cette perle du Pacifique peut être encore mieux polie. Et j'ai trouvé que la chance qui lui avait été donnée, il l'a saisi et il a été décisif. Je pense que c'est pas anodin pour Francaise, mais en tout cas voilà. Moi j'ai bien aimé son entrée et le stade l'a bien aimé en tout cas. Et son grand sourire, sa satisfaction montre que il est capable de faire de bonnes choses chez nous et qu'il va apprendre et qui peut devenir un attaquant très intéressant pour le Racing Club de Lens. J'ai mis la note de 6 à Andy Diouf. Bah, il fait une entrée correcte. Hein. Moi, je trouve que il a eu une bonne récupération à un moment donné. Voilà, il a été au contact, etc. Malheureusement, il a plus que des bouts de match. C'est très compliqué quand tu coûtes 15 millions d'euros de te retrouver à rentrer 5 minutes. Je sais pas ce qui sera son avenir, j'espère qu'il restera. Ça m'étonnerait que le club se prête un joueur à 15 millions. Voilà. On va voir un peu ce que ça va donner, mais Andy Diouf aura peut-être un peu plus de temps de jeu par rapport à la CAN. Mais voilà, il est en train de perdre sa place en équipe espoir. Il va falloir quand même qu'Andy Diouf se bouge et montre des choses et saisisse des chances quand il aura des chances de jouer. Il en aura, sûrement en Coupe de France, peut-être en championnat, mais il s'est fait bouffer par Naïwi qui n'était pas du tout programmé pour être titulaire. Compliqué pour Andy Diouf. Compliqué. Et puis Mawassa, bah, j'ai mis la note de 6 aussi, l'entrée est correcte. Il a fait une bonne intervention défensive. Maintenant, ça pue pas la joie sur son visage, il est rentré sans émotion. Je l'ai vu sans émotion à la fin du match. Voilà, il va pas rester, je pense qu'il y a de très grandes chances qu'il s'en aille. Mais alors là, le chantier à gauche... va falloir trouver hein, le piston gauche capable de venir soulager Frankowski et remplacer durablement Machado. C'est pas Souleymane Doumbia qui va faire ça. Hein. Ça me fait peur, cette rumeur-là, c'est dégueulasse. Hein. Souleymane Doumbia, c'est dégueulasse. Moi, je le dis. Sincèrement, j'espère que le club va mieux travailler que ça. Il faut pas aller chercher des troisième ou cinquième couteaux. C'est soit tu prends personne, soit tu prends quelqu'un mais qui tient la route, quoi. Hein. Ou se faire prêter un très très bon jeune d'un gros cadre européen, mais pas sous les mains de Doumbia. C'est bon, c'est dégueulasse à mort. Ça me ferait chier. Hein. Je serais déçu en tout cas. Moi, je trouve que je serais déçu. Voilà. J'ai mis la note de 7 à Francaise. Bah, il fait un bon match. Hein. Le coaching, il est gagnant. Il a montré des choses. Il a été solide. Il a construit une équipe qui tient la route. Voilà. Francaise arrive encore à utiliser un effectif qui n'est pas forcément terrible au niveau du recrutement. Il arrive à en faire quelque chose. C'est parce que c'est un des meilleurs coachs français actuels. Donc voilà. J'ai mis la note de 7 aussi à Reims. Parce qu'ils font un bon match. Maintenant, le problème de Reims, c'est que c'est leur plafond de verre. Ils n'arrivent pas à gagner contre des concurrents directs pour l'Europe. Ça va venir. C'est un club qui risque à un moment donné de franchir ce cap et de devenir un club régulier dans le top 7. Il va y avoir de la concurrence en Ligue 1. Faut pas croire. Ils vont être nombreuses, les équipes qui vont vouloir jouer l'Europe. Je pense que c'est un championnat qui va devenir de plus en plus difficile à 18 et que les places vont être chères pour l'Europe et que le restant des équipes vont se battre pour pas descendre. C'est peut-être ça aussi qui peut aider la Ligue 1, c'est-à-dire avoir deux championnats séparés, plutôt qu'un championnat hyper homogène. Mais en tout cas, pour moi, Reims est aux portes d'éclore en tant qu'équipe
on va dire, outsider de l'Europe. On en fait partie, nous. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre nous et les Rémois, même si les Rémois ont un peu d'avance, puisqu'ils ont fait des énormes ventes et qu'ils ont du pognon et qu'ils peuvent bien recruter. Mais voilà, il y a ce plafond de verre de jouer les concurrents directs. Il y a des erreurs, hein, l'erreur défensive sur le premier but. Après, sur le deuxième, bon, le centre, il est très difficilement contrable. Et puis Cortés se place bien. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette équipe. Les deux Japonais sont très intéressants. Ça joue bien. Voilà, c'est une équipe qui aura aucun problème pour se maintenir dans les années à venir. Et qui deviendra un poil à gratter, une équipe capable d'aller titiller le top 7, top 8, top 9 de cette Ligue 1. Et le top 9 de cette Ligue 1 est quand même très 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 belle allure pour moi. Il manque Rennes et Lyon, mais voilà, mais ça c'est quand même, il y a quand même au moins 10 équipes dans cette Ligue 1 qui ont le niveau pour jouer au moins la Conference League, voire la Ligue Europa. C'est quand même assez costaud. Voilà. Alors après, c'est en dessous des 4 premiers championnats d'Europe, mais ça, voilà, il y a un énorme creux entre l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre et la France, mais c'est normal. C'est les 4 plus gros championnats du monde, donc c'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, voilà, on va débriefer un peu le match. Alors, en fait, autant les notes c'est intéressant que le briefing, en fait, il n'est pas forcément hyper intéressant. Reims nous a été supérieur dans le jeu. On a eu une première mi-temps assez difficile où on s'est fait bouffer au milieu de terrain, parce qu'aujourd'hui, même si j'ai mis des notes plutôt correctes, je trouve que le milieu de terrain est pas encore au niveau pour jouer le top 6, top 7, et que Reims nous était supérieur sur ce secteur de jeu-là. On s'est fait bouffer, mais on a été solide défensivement. Brice Samba a fait ce qu'il y avait à faire, même si on prend un but à un moment donné, derrière, on a quand même su avoir le dos rond. Sur les quelques transitions, on a été plutôt dangereux, et ça, je pense que ça les a un petit peu fait reculer. Et puis sur le but, c'est une gagade du défenseur, il y a un manque de communication, mais le mérite revient à Saïd quand même d'y croire et de la mettre au fond, parce qu'il faut la mettre, hein, le plat du pied est pas évident. On mène 1-0 contre le cours du jeu. Moi, je suis d'accord avec les commentateurs de Canal. Maintenant, c'est pas démérité parce que défensivement, on a été quand même assez costaud. Et puis la deuxième mi-temps repart sur les mêmes bases où Reims appuie à mort. Et les changements nous ont été salvateurs. C'est pour ça aussi que je mets une bonne note à Francaise, qui a fait des changements assez tôt dans le match parce que l'équipe était crevée, qu'on n'avait pas d'attaquant. Et je trouve que les changements ont remis un petit coup de boost avec un Guilavogui qui a su récupérer des ballons et montrer sa puissance, enfin, même s'il n'est pas au niveau pour moi. Et puis Cortés qui s'est un petit peu montré, quoi, et qui a montré qu'il était capable de coller des buts. Et voilà, j'ai bien aimé aussi l'entrée de Pereira da Costa, mais j'en attends plus. En tout cas, la deuxième mi-temps, ils ont bien joué 20 minutes, Reims, et puis après, je pense qu'ils ont cédé physiquement et que nous, on met le deuxième but, et puis c'est fini derrière, ils prennent un énorme coup de massue. Je mets d'ailleurs la note de 7 aussi à Wattelier. Moi, je trouve que c'est Wattelier hein, qui a arbitré. Non, c'est pas Wattelier, c'est l'autre. Ah, comment il s'appelle? Ah! Non, Wattelier, c'est le chauve. Lui, c'est le blanc-bec, on dirait qu'il mange trop de frites, là. Comment il s'appelle, lui? Ah là 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 là. Ben, vous me le direz en commentaire, j'ai un énorme trou. Je trouve qu'il a bien arbitré, j'ai eu peur, hein, parce qu'il est vraiment nul comme arbitre d'habitude, mais il s'est amélioré. Parce qu'il a fait des purges en tant qu'arbitre la saison dernière, même en début de saison, je crois, si je dis pas de conneries. Le Texier, c'est le Texier, voilà. Bah, vous me direz dans les commentaires, mais je crois que c'est ça, c'est le Texier. Je l'ai trouvé bon dans l'arbitrage, assez cohérent. Faut le noter parce que c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, voilà. C'est une victoire qui est pas forcément méritée, mais qui a le mérite d'exister parce que on a été plutôt solide et réaliste, ce qui est le signe des équipes de haut niveau, en tout cas de haut de classement. Et on s'y accroche, on est dans le bon wagon, ça va être une chaude bataille. On a un début de calendrier 2024 complètement dingue, mais on reçoit le PSG à domicile, il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, il faudrait battre Nice pour essayer de coller, de revenir à 3 points des Niçois, ce qui nous permettrait d'être à peu près dans le bon wagon, et Nice peut-être voir recoller Brest, parce qu'ils vont affronter Lorient, vont leur mettre une branlée à la maison, c'est obligé. Moi je vois pas Lorient rester en Ligue 1, à moins qu'ils fassent une dinguerie à Brest. Et puis Marseille, ils vont continuer, parce que je trouve que Marseille joue plutôt bien, même s'il y a des séquences un peu compliquées.
Je trouve que ça joue mieux, donc on va être en bataille avec ces équipes-là pour jouer l'Europe. Maintenant, la Ligue des Champions, c'est pas, pour moi, c'est pas, comment dire, c'est pas fixé hein, les places pour la Ligue des Champions. Moi, je vois, faut que Nice continue à performer, mais il faut qu'ils réaffrontent tout ce top 7 là. Je suis pas certain qu'au retour, ils soient armés pour gagner contre toutes ces équipes-là. Donc voilà, moi je vois Monaco et Paris être dans les trois premiers, les deux premiers peut-être. Paris sera champion parce que je pense que ça va être vite réglé. Dès le mois de février, ça sera presque réglé, à moins qu'ils perdent face à des concurrents directs pour l'Europe. Mais voilà, moi je pense que le podium est pas fait. Le troisième est pas encore fait. Voilà. Et on peut avoir notre mot à dire si on enchaîne bien en début de l'année, mais ça va être chaud. On a un super calendrier très très difficile avec Paris, Monaco. C'est chaud. Hein. C'est très 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 chaud. Falloir tenir la cadence parce qu'il faudrait au moins faire 4 points sur ces deux matchs-là pour rêver d'Europe. Voilà, c'est mon avis sur la destinée du club. Alors bah du coup voilà, je fais un peu de briefing, de projection, de résultats. On est septième puisque tout le monde a gagné et qui nous était passé devant. La projection c'est Nice, ça va pas être un match facile, mais Nice est un peu à poil quand même. Nous on y est aussi, mais je trouve qu'on peut aller faire un résultat là-bas. De toute façon il va falloir tout donner, hein. On peut pas y aller pour faire de la gestion. Faut tout donner, après c'est la trêve des confiseurs. Moi j'attends de cette équipe qu'elle tape dedans, on récupérera Wai qui était grippé en espérant qu'il est bien revenu. Et puis on espère qu'il n'y a pas trop de boubou parce que Brice Samba était un peu blessé au genou. J'espère que c'est pas trop grave. En tout cas, voilà, ça va être un sacré match. 21h, ça va être très 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 chaud. Donc on espère que les choses vont bien se passer pour nous. Et puis la deuxième projection, c'est les tirages au sort de Coupe d'Europe. On a tiré Fribourg. Alors, sincèrement, faut pas en faire des caisses non plus, mais c'est un peu une équipe jumelle. C'est une équipe qui est pas forcément la plus connue de Bundesliga, mais qui est qui est un club assez populaire avec un bon public. Il y a un entraîneur présent depuis 2015, c'est un peu similaire à Francaise, et c'est une équipe qui joue plutôt bien. C'est la meilleure attaque de Ligue Europa. C'est pas un cadeau, mais on peut les regarder dans les yeux. Voilà. Après, il faut pas dire que c'est accessible. Je suis d'accord avec les commentateurs du tirage au sort sur Canal. Je le connaissais pas, le monsieur. En tout cas, mais je trouve que son analyse est juste. Il faut pas se dire que c'est un tirage chanceux, mais il faut se dire qu'on peut les regarder dans les yeux parce que la Bundesliga est un championnat supérieur à celui de la France et que voilà, c'est la meilleure équipe peut-être. Mais je pense que c'est la meilleure attaque peut-être, mais ils encaissent pas mal de buts. Et que si on arrive à bien se renforcer et si on est bien à Bollaert, on peut peut-être l'emporter à Bollaert. Il faudrait qu'on arrive quand même à faire un sacré match à Bollaert et pourquoi pas avoir quelques buts d'écart. Si on peut réussir à faire une dinguerie pour aller là-bas avec un peu plus de tranquillité. Par contre, à partir des huitièmes de finale, ça risque d'être costaud parce qu'il n'y a que des monstres. Et les clubs français ont été plutôt bien servis, c'est un peu ironique. Rennes va accueillir Milan AC, ça va être une dinguerie. Toulouse, ça doit être Benfica, je crois. Voilà, ils se sont tapés Liverpool, ils sortent du groupe, ils se qualifient, ils se tapent Benfica. Enfin, faut y aller, hein. Faut y aller. Et puis Benfica, Angel Di Maria, Otamendi, c'est costaud, c'est costaud. Marseille se tape le Shakhtar, c'est pas un cadeau. Même si c'est plus le Shakhtar des années brésiliennes, parce que je pense que voilà, avec la guerre en Ukraine, comment dire, la filière brésilienne a un peu disparu, mais ça reste une équipe quand même compétitive et qui a l'expérience de l'Europe, qu'avait sorti Rennes, si je dis pas de conneries, au tir au but, alors que les Rennais l'auraient été supérieurs, mais ils ont jamais rien lâché. Attention, parce que voilà, les clubs français ont quand même tiré du lourd. Moi, je vois Rennes et Toulouse sortir. Peut-être que Marseille et Lens vont finir en 16e de finale, en 8e de finale. Mais Fribourg, il va falloir faire un gros match à domicile. J'y serai absolument. Je veux suivre dans leur parcours de Coupe d'Europe. Tout se jouera sur ce match aller, je pense, parce que si on arrive à être fou à Lens, on peut peut-être un peu plus tranquille à Fribourg, mais voilà, ça va tomber en plus dans un calendrier démentiel. Il va falloir qu'ils gèrent l'effectif Francaise, ça va être très très chaud, mais
Mais voilà, il faut se dire que le tirage, il aurait pu être pire, hein, parce que je pense que c'est Sporting Arsenal, Sporting, merde, je dis une connerie. C'est Sporting Roma, je crois que c'est une affiche de dingue. On aurait pu avoir un des deux, donc, non, je dis des bêtises. On aurait pu avoir la Roma, on a Fribourg, voilà. Dans ce prisme-là, c'est mieux. Mais Fribourg, c'est un club qui fonctionne bien. Donc ça va être un match très relevé, très intéressant. Et voilà, c'est le ticket d'entrée pour la véritable Ligue Europa, celle des huitièmes de finale. Où voilà, il n'y a que du lourd. Il n'y a que les lourds. Tous les premiers de groupe, c'est des grosses équipes. Donc on va mettre des choses au clair là-dessus. C'est clairement vachement intéressant. Ensuite, on va parler un petit peu du tirage du PSG qui tombe sur la Real Sociedad. Alors, il y a un ouf de soulagement parce que même si la Real Sociedad a fait une super phase de poule de la Ligue des Champions, quand on voyait les noms des premiers groupes, c'était quand même du très 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 lourd pour le PSG dès les huitièmes. Ils ont déjà bouffé depuis quelques années et se fait sortir dès les huitièmes. Mais il va falloir les prendre au sérieux, la Real. Maintenant, c'est beaucoup plus à la portée du PSG que le Bayern ou le Real ou Manchester City, il faut quand même le dire. Donc moi je comprends le soulagement de certains supporters parisiens. Maintenant le club doit bosser comme il faut, doit peut-être utiliser le mercato d'hiver pour compléter ce qui n'a pas été. Mais sincèrement Luis Enrique doit connaître bien cette équipe-là. Moi c'est vrai que dans ma tête par rapport au foot français, c'est vrai que Luis Enrique, je pense que c'était bien qu'il rencontre un club espagnol, c'est des clubs qu'il connaît par cœur, qu'il sait analyser. Donc je me suis dit que un club espagnol pour le PSG, hormis le Real qui est quand même une saloperie à jouer, le Barça c'était gérable aussi, hein. Que ce soit le Barça ou la Real Sociedad, pour moi c'était les deux meilleures équipes à tomber. Alors il y a un choc sans être un choc, c'est Inter Atlético Madrid. C'est pas une affiche hyper bandante hein, en vrai, hein, mais voilà. Pour une fois, je trouve que les huitièmes de finale n'ont pas trop de choc. Par contre, les quarts vont être monstrueux. Il va y avoir que des affiches de Mongols. Ça va valoir le coup cette année. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, on a des gros chocs en huitièmes. Et du coup, on se retrouve avec des quarts un peu plus ouverts. Donc voilà, on risque d'avoir des gros quarts, à moins qu'il y ait des surprises. Mais voilà, ça va être hardcore. Et PSG a une chance plus grande, on va dire, que s'ils étaient tombés sur des énormes Gadjo. Donc voilà, au final, l'Europa League, c'est dur. Malheureusement, Rennes et Marseille n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire pour être premiers de poule. Toulouse, c'est logique, ils devaient même pas être dans les deux premiers, mais c'est bien, ils y sont. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué quand même. Nous, on a peut-être une chance, mais je veux pas insulter le foot. C'est une équipe très compliquée à jouer, Fribourg. Maintenant, c'est beaucoup plus abordable. C'est un peu comme le PSG, en fait. On aurait pu se taper la Roma, donc Fribourg, au final, c'est bien. Voilà, PSG, c'est pareil. Hein, ils auraient pu se taper le Bayern ou City. La Real, c'est bien. Donc voilà, mais il faut pas insulter le foot. Maintenant, il y a un mercato d'hiver pour compléter cet effectif. On en parlera après le match de Nice. Je pense que j'attendrai un petit peu de voir les rumeurs et puis de voir un petit peu au niveau du scouting ce que je peux vous préparer. Mais voilà, dernière vidéo de l'année. Ah ben non, je dis des conneries. Dernière vidéo d'un match à domicile. Oh le con. Il restera encore Nice et puis peut-être une vidéo mercato. Et puis après on se verra en 2024. En tout cas voilà, l'année se termine bientôt. C'est super. Franchement on a fait une année 2023 à domicile génialissime. Où on a vu des putains de matchs. J'ai vu Lens gagner face à Arsenal. C'est ouf. Merci à Lens. Merci à l'équipe. Merci à Francaise de nous avoir fait autant d'émotions à domicile en 2023. On espère la même en 2024. Après, on reste quand même mesuré. On sait qu'il y a une année exceptionnelle qui vient de se terminer, une année civile exceptionnelle. Il faut pas l'insulter, insulter le foot. On n'est pas encore redevenu un grand club, mais on se donne les moyens pour le faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Et moi, je suis assez content je suis assez content que Franquet soit resté. Je pense que c'est sûrement sa dernière saison.
À moins qu'il y ait une grosse qualif en Ligue des Champions et qu'ils veuillent refaire une deuxième saison, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements l'été prochain, que la qualif en Europe, si elle existe, elle pourra aider à prendre un coach plus facilement, parce que les coachs qui veulent progresser, jouer l'Europe, c'est aussi un progrès. On verra bien, mais en tout cas, je suis hyper content. Je suis hyper content parce que le Racing Club de Lens est redevenu ce club pourvoyeur d'émotions que moi j'ai connu dans les années 2000. Une fois que la descente a été entérinée et que la fin de l'ère Martel a été dure, je trouve qu'aujourd'hui on a des néo-supporters qui n'ont pas connu ce Lens-là et qui pour eux est un Lens étranger. Mais le vrai Lens c'est celui des années 2000 et je le retrouve depuis quelques saisons. Et voilà, je pense que Joseph Ougorlian n'est pas fou. Il veut construire ce club pour le pérenniser au top 10 de la Ligue 1, voire même top 7 de la Ligue 1. Et pour ça, il faudra du pognon, il faudra peut-être aussi bien vendre et mieux acheter que ce qu'on a fait cet été. Je pense que c'est une bonne leçon, ce mercato d'été post-J-Solfi. Frédéric Hébert, il va avoir du boulot. En tout cas, il représente pas mal le club depuis quelques jours, puisqu'il a été beaucoup présent en Europe. Voilà, puis au tirage de Coupe de France, il va devoir bosser, c'est lui qui gère le truc. Je ne sais pas qui il aura avec lui dans la cellule de scouting, mais voilà, on espère beaucoup que le club va bien travailler cet hiver pour compléter l'effectif. Au milieu de terrain, en piston gauche, peut-être piston droit aussi, à voir s'ils choisissent ou pas de pérenniser Frankowski à gauche, mais en tout cas au milieu de terrain, il faut un milieu de terrain expérimenté, offensif, capable de donner des ballons et de dribbler. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Et en attaque, voilà. J'en ai encore parlé avec des Parisiens, ils m'évoquent tous Hugo Ekitike à Lens, comme si c'était déjà fait. J'en parlerai dans la vidéo scouting. C'est vrai que pas mal de supporters, pour eux, c'est presque acté. Hein. Gazi, il a déjà fait son baluchon pour monter à la Gaillette. Moi, j'y crois moyen parce que je pense que c'est trop cher. Ou alors, on est sur un prêt payant, voire un prêt sec avec une prise en charge du salaire par PSG. Mais pour beaucoup de supporters, il va aller à Lens. Ou alors, il va aller... dans une équipe qui joue le top 7. Donc, on parle beaucoup de Marseille. Mais j'ai du mal à croire un Parisien aille à Marseille. Hein. J'ai entendu des gars parler de Marseille, mais pas des Parisiens, mais des gens qui suivent un peu le foot. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que ça sera impossible. Je vois pas Paris prêter un joueur à Marseille. Mais voilà, pour pas mal de supporters parisiens, Ekitike égale Lens. Ouais, c'est chaud quand même, hein, parce que c'est un titulaire en puissance. Je sais pas comment que tu fais avec Wai, mais voilà. Moi, je pense plutôt à un jeune attaquant talentueux européen, d'un club européen qui a besoin de dégraisser un peu. Pourquoi pas. Mais surtout si Oscar Cortés et Guy Lavogui sont en compétition internationale. Il y a Ryan Fofana en U19 qui a 17 ans, qui est très jeune, mais qui est très très talentueux. Et je pense que ça passera par le prêt d'un joueur d'un jeune attaquant ou d'un attaquant qui voudra être à la relance et qui a floppé, pourquoi pas se relancer à Lens. Mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai une dizaine de supporters parisiens qui sont venus me parler en DM ou échanger via la chaîne YouTube qui m'ont dit et qui tiquaient Lens, c'est certain. Ils devaient déjà y aller cet été, mais il n'y avait pas d'accord entre Lens et Paris pour la prise en charge du salaire. Mais là, le club va peut-être faire un effort pour au moins le faire sortir de l'effectif et pouvoir recruter derrière lui, puisqu'il prend un peu une place. Je sais pas, à voir, mais en tout cas, ouais, moi j'y crois moyen, même si je trouve que sportivement c'est pas ridicule, parce que même si tout le monde crache sur Hugo Ekitike, je pense que quand il est parti à Paris, je pense que n'importe quelle autre équipe du championnat l'aurait pris volontiers. Il a du talent, il a floppé à Paris. Mais à l'époque où Reims allait s'en séparer, je pense que toute la Ligue 1 l'aurait pris. Il est exceptionnel ce joueur. Et voilà, donc moi je pense que sous Francaise, avec beaucoup moins de pression, avec peut-être un peu plus de bienveillance et moins... Ouais, il y a de l'exigence à Lens, mais il n'y a pas cette pression parisienne où tous les joueurs doivent être exceptionnels. Peut-être qu'il va lâcher les chevaux et lui, il faut qu'il se relance pour pouvoir partir de Paris et aller postuler dans un club peut-être moins hype, moins puissant que Paris, mais performé. Donc voilà, il devait aller en Allemagne, il y avait des traces en Angleterre à l'époque à Reims pour partir. Il a préféré aller à Paris, il a flopé là-bas malheureusement. Mais voilà. C'est vrai que c'est pas anodin que plusieurs supporters parisiens, dont certains
tournent autour un petit peu de l'actualité parisienne me disent que c'est une très très grosse chance que Hugo Ekitike parte le maillot lensois au mercato d'hiver. À suivre. J'en parlerai donc dans la prochaine vidéo. En tout cas, voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. Toujours la bienveillance dans les commentaires. On n'hésite pas, on partage, on met le pouce bleu, on partage, on valide, on s'abonne, on fait tout ce qu'il y a à faire pour que ça grandisse. On est à quelques abonnés de 1100 abonnés. C'est énorme pour moi. Vous vous rendez même pas compte. J'ai plus d'abonnés que d'habitants dans mon village. Donc voilà, c'est comme si mon village et le village d'à côté s'étaient abonnés à ma chaîne. C'est génial. Donc on continue. Voilà, c'est que les vidéos plaisent, c'est que le contenu vous plaît. Ben, continuez comme ça sur Facebook. C'est pas mal. Je commence à m'installer un peu sur Facebook, à un petit peu envoyer les liens des vidéos. J'ai des bons retours. Donc merci d'ailleurs aux pages Facebook de me permettre de mettre mes vidéos. C'est super sympa. Donc voilà, merci à tout le monde. À ciao. Au prochain match, prenez soin de vous.